L'État, c'est une machine à distribuer des privilèges. C'est surtout un pouvoir moral, une emprise sur les esprits qui consiste à dire la réalité n'est pas telle que vous la voyez. Vous écoutez un discours du pape François aujourd'hui, il n'est pas différent de celui de Julien Bayou. Malheureusement, ces journalistes aujourd'hui, en quelque sorte, sécurisent la scène de crime, empêchent le citoyen d'accéder à la vérité. Si ce que disait CNews était totalement infondé, s'il n'y avait pas d'insécurité dans ce pays, s'il n'y avait pas 120 coups de couteau par jour, si on n'avait pas tout ça, leur audience serait nulle, il n'existerait même pas. L'Union européenne, c'est un organisme qui est vraiment authentiquement nuisible. L'État, c'est un parasite géant qui est en train de nous mettre à genoux. On peut s'amuser à jouer, on peut mettre des pièces dans la machine à sous, mais à la fin, le casino gagne toujours. C'est comme ça. Il faut que, de nouveau, le peuple trouve le moyen de se faire respecter. Pour lui, la France est criblée de lâches, de désespérés qui plient le genou face au système. Ce système qui fait d'eux des consommateurs résignés et sans âme, je le cite. Ce système, il le nomme la secte. Et lui, c'est le journaliste Laurent Oberton qui publie ce livre, Guerre, aux éditions Magnus. Bonjour Laurent Oberton. Bonjour. Bienvenue chez Front Populaire. Alors, avant d'aborder votre livre dans le détail, on va y venir, ne vous inquiétez pas. Un mot sur deux faits d'actualité pour un petit peu introduire le propos. Tout d'abord, l'affaire Andy Kerbat. Donc ce député LFI qui a été interpellé en possession de drogue et qui depuis est passionnément et d'ailleurs assez étrangement défendu par ses amis de gauche. Qu'est-ce que ça raconte de notre société contemporaine ? Oui, je vois qu'on prend ça assez à la légère, notamment cette déresponsabilisation de l'individu, parce que tout de suite on entend parler de maladie. On connaît pas, moi je connais pas cette personne, je l'ai découverte à ce moment-là, j'ai le fond de l'affaire, mais il me semble que ce sont des faits assez graves pour un élu de la nation on paye son salaire. Ce sont des gens qui doivent gérer des affaires extrêmement importantes, participer à des commissions qui sont censées déterminer la trajectoire du pays, l'intérêt de l'État, etc. Ils sont censés représenter la nation. Et je trouve que on traite ça avec vraiment beaucoup de légèreté, de dire oui mais c'est pas sa faute parce qu'il est malade et on lui souhaite un bon parcours de soins et ça va aller, mais ces drogues, ces fameuses soirées chemsex, et je sais pas si la population a ne serait-ce qu'une vague idée de ce que ça implique. Mais ce serait peut-être bien de soumettre à un moment ces élus à des contrôles. Je sais pas, qu'on le fait avec des cyclistes. Il me semble que eux, leurs responsabilités sont un poil plus importantes, donc ce serait peut-être pas inutile de les soumettre à des bilans réguliers, parce que oui, c'est un métier certes qui implique beaucoup de pression et que certains ne sont pas aptes à les soutenir, mais il n'empêche, ce sont des comportements gravissimes. Et moi, mais toujours cette relation de l'échiquier politique à la question de la drogue, en particulier les responsables de gauche, m'a toujours assez stupéfié. En déresponsabilisant énormément les consommateurs. Donc moi c'est pas du tout ma logique. D'ailleurs, on remarquera que beaucoup ont dit que la priorité c'était de lutter contre le trafic. Mais oui, si on veut lutter contre le trafic, peut-être lutter aussi contre la consommation. Oui, non, mais là on prend le problème complètement à l'envers. Le trafic répond à une demande. Il faut se poser la question de cette demande. Pourquoi les consommations de drogue dure se sont multipliées quasiment par 2 ces 10 ou 12 dernières années? C'est énorme, ça touche à peu près 4%, je crois, de la population. Ce sont des vraies questions. Et encore une fois, à chaque fois qu'on va décharger les consommateurs de leurs responsabilités, de dire ils sont malades, c'est pas leur faute, etc., et c'est la société qui doit prendre en charge tout ça, eh bien, on accompagne le phénomène. On va créer, comme on l'a fait déjà, moi ça m'avait stupéfié à l'époque, quand on avait créé ces fameuses salles de shoot pour permettre à des consommateurs dans l'illégalité de se défoncer avec la bénédiction des autorités, du corps médical, etc., sous surveillance pour atténuer les dégâts. À un moment donné, moi je pense qu'il faut que les individus qui font ces choix, moi je peux décider de rentrer chez moi, de boire une bouteille de Javel, mais je dois assumer les conséquences. C'est pas la société de payer pour le fait que j'ai décidé de m'autodétruire. Donc c'est ça aussi sur lequel il faudrait réfléchir. Moi, je suis pas forcément contre l'autorisation de certaines substances, à condition que ceux qui en font l'usage assument toutes les responsabilités qui vont avec. Alors il y a une autre affaire que je voulais aborder avec vous, c'est le classement sans suite par la justice de l'affaire Julien Bayou. Donc il avait été attaqué par des faits de harcèlement suite à un article paru chez nos confrères de Reporters.
Sauf que quand on lisait l'article, on se rendait compte que le principal tort de l'ancien secrétaire d'Europe Écologie Les Verts, c'était d'être un coureur de jupons, rien de plus. Finalement, il a tout perdu. Par le monde qu'il a lui-même contribué à ériger. Donc, est-ce que la secte, on va y venir tout à l'heure, dévore ses enfants également? Ah oui, mais elle ne fait que ça. Et justement, elle dévore en priorité même ses enfants. Parce que celui qui échappe à ses règles morales, à son carcan idéologique, celui qui dit « moi je m'en fous, ça me concerne pas », à la limite, elle le laissera un peu plus tranquille que celui qui va se faire un de ses fervents apôtres en disant « moi je suis plus pur et plus vertueux que les autres ». Et le jour où celui-là va avoir son moment de faiblesse, énormément de ces individus sont très hypocrites et leur comportement n'a rien à voir avec ce qu'ils professent en général publiquement. Donc il y aura des fautes, ils seront pris en flagrant délit d'hérésie et ils seront dévorés avec d'autant plus de férocité par leurs concurrents qui s'estiment être encore plus purs et encore mieux mériter leur place, etc. Donc c'est sans fin. C'est la machine dévore ses enfants et on assiste au spectacle, on n'est pas du tout surpris par ça. Donc effectivement, c'est un retour de bâton qui me semble peut-être pas mérité, mais en tout cas compréhensible. Alors on va beaucoup parler pendant cet entretien de la secte. La secte, c'est donc une expression que vous employez, je précise. Et justement, est-ce que vous pourrez nous dire brièvement ce qu'est la secte pour nos spectateurs? La secte, c'est un super organisme constitué par nos élites morales. Donc on va retrouver l'État et tous ses satellites. Il n'y a plus vraiment de contre-pouvoir. Avant, il y avait l'État, il y avait les médias, il y avait, la magistrature, il y avait les universités. Maintenant, tout s'est agrégé en un seul gigantesque règne moral. C'est surtout un pouvoir moral, une emprise sur les esprits qui consiste à dire la réalité n'est pas telle que vous la voyez. Vous comprenez mal les choses, on va mieux vous expliquer. Ce sont des forces de conditionnement qui pèsent sur nous, qui fonctionnent sur un système de dressage. Il y a la récompense si vous pensez bien comme il faut, si vous pensez comme Julien Bayou par exemple, et il y a la sanction, la mort sociale, l'exclusion si vous pensez de travers, si vous êtes l'extrême droite, les heures sombres, etc. Ce système fonctionne de par lui-même, n'a pas besoin d'ordre. Il n'y a pas de notice tous les matins qui descend dans les rédactions. Chacun joue sa place dans ce jeu et il est payant d'en faire partie. Les Julien Bayou et autres ont fait leur carrière sur cette vertu affichée qui ne coûte pas cher puisque, encore une fois, on voit bien qu'elle n'est pas du tout en adéquation avec leur comportement, mais cette intransigeance affichée, cette sorte de rigueur, de vertu un peu janséniste, paye dans ce milieu-là. Et évidemment, si on veut s'élever dans cette société, une société qui est contrôlée par ça, il faut montrer patte blanche, il faut participer. Au moins, en tout cas, ne pas attaquer à angle droit les principes de cette secte. Donc, chacun se conforme, suit. On est tous assez suiveurs, on a tous quelque chose à perdre, donc on se conforme aux exigences attendues par cet appareil. Et encore une fois, qui n'a pas de chef, et chacun participe d'une certaine manière. Alors, quand est-ce qu'elle est apparue dans l'histoire de France? Est-ce qu'elle n'est pas au fond inhérente à un État, un système étatique régulé? C'est-à-dire que chaque État, chaque régulation entraîne une secte à elle, ou un ordre moral à lui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité liée à notre pays et notre époque? Je pense que elle est devenue totale au sens où effectivement il y a toujours eu ces jeux de pouvoir, ces espèces de super organismes qui se développaient et qui étaient concurrents et qui se dévoraient entre eux. Et il me semble qu'elle est devenue vraiment très exclusive parce qu'avant justement il y avait ces fameux contre-pouvoirs, il y avait la noblesse par exemple qui a complètement été avalée par le système. Et maintenant je ne vois plus de contre-pouvoirs à part les peuples éventuellement eux-mêmes, mais qui sont tenue très loin du pouvoir. C'est ça aussi, la secte a tout aspiré. Elle a créé tout un tas de juridictions pour se protéger de la souveraineté populaire. Elle a même créé des souverainetés internationales pour décentraliser le pouvoir encore plus et pour qu'il nous échappe encore plus. Ce faisant, elle s'est coupée complètement de sa mission originelle, qui était la représentation du peuple, et pour se battre contre lui.
Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est pour ça que nous sommes en guerre, et cette guerre est complètement asymétrique. On n'a pas du tout les mêmes moyens. Le peuple, lui, n'a pas du tout les leviers de communication, de propagande qui sont ceux dont jouit cette secte. Et surtout, beaucoup de nos concitoyens ne voient même pas ce qui se passe. Ils regardent le JT de TF1, ils ne voient pas que derrière l'image, il y a des doctrines, il y a des individus qui ne sont pas neutres idéologiquement. Donc ils vont consommer on va façonner leur opinion, ils vont s'adopter ce fameux prêt-à-penser qu'on déverse sur eux. Ils vont se l'attribuer, ils vont en faire une part de leur identité, ils n'oseront même le désigner, ils n'oseront comprendre ce qu'il est et l'affronter. Donc ça, voilà, c'est tout un fonctionnement de la société à travers ce système. Si cet ordre moral est aussi puissant, est-ce que c'est pas lié finalement au déclin du catholicisme? Vous parlez un petit peu de religion d'ailleurs dans votre livre. La nature a horreur du vide, et autrement dit, de façon un petit peu provocante, est-ce qu'une secte n'a pas remplacé une autre secte? Oui, le catholicisme aurait eu les moyens, je pense, de s'opposer à cet avènement de la secte, mais hélas pour les catholiques, les autorités justement catholiques se sont plutôt agrégées à ce mouvement. Vous écoutez un discours du pape François aujourd'hui, il n'est pas différent de celui de Julien Bayou. Donc on a une convergence progressiste des autorités catholiques aujourd'hui, et donc je pense que si les catholiques veulent constituer un contre-pouvoir, il va falloir que ça va être à eux, c'est ce que je prône tout au long de ce livre, ça va être à eux de rendre au catholicisme ses lettres de noblesse. Il ne faut pas croire que ça va venir d'en haut, il ne faut pas attendre que d'autres décident pour eux ce que doit être leur église. Ça va être à eux de manifester leur opposition à cette marche, à cette fuite en avant dans un mouvement qui ne veut pas le bien des peuples constitués. On pourrait penser votre approche un peu complotiste. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une secte qui n'a pas de patron, ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal. Une secte, généralement, il y a un gourou derrière. Oui. Et pourtant, vous le dites bien, vous ne pensez pas qu'il y a un Bill Gates qui veut implanter des puces 5G dans les épaules des gens. Il n'y a pas un Soros à la manœuvre. Mais alors, du coup, comment se coordonne ce nouvel ordre moral qui le chapeaute un petit peu? En fait, il y a quantité de gourous dans leurs petits bureaux, dans leurs petites chambres, chacun de leur côté. Personne ne peut prétendre être le détenteur d'une autorité absolue sur eux. Ils ont tous des intérêts convergents dans cette manœuvre. Ça leur donne, encore une fois, c'est pratique d'être du côté de ceux qui ont raison et qui font le bien. Ils ont des bonnes intentions. C'est d'ailleurs pour ça que les gens tuent des gens. C'est toujours pour de bonnes intentions. Et pour eux, il n'y a pas de problème. Ils sont convaincus de faire le bien et de nous imposer le mieux. On est trop bêtes pour le voir, mais eux sont là. Heureusement, ils ont tout vu et tout mieux compris. Donc, ils vont régir le monde à notre place, pour le bien de tous. Ça, c'est génial de penser ça. J'aimerais beaucoup être à leur place. Ça doit être très reposant. Ils doivent bien dormir. Et ils ont tous, à leur niveau, quel qu'il soit, ça peut être, ça peut être un enseignant, ça peut être Soros, Bill Gates, ça peut être n'importe qui. Ils bénéficient tous de ce pouvoir-là, de ce petit pouvoir piqué à la machine à agréger tous les pouvoirs. Donc ils participent, ils sont sur le Titanic en quelque sorte. Ça leur donne cette aura un peu supérieure. Et malheureusement, c'est tentant de jouer ce jeu. Beaucoup de nos concitoyens qui sont doués, qui veulent réussir dans la vie, peuvent se dire peut-être que j'y arriverais mieux si j'avais des opinions plus convenables, plus convergentes, si moi aussi je jouais un petit peu ce jeu. Et surtout, si je ne joue pas ce jeu, je risque de pas aller très loin. On peut pas faire carrière dans le journalisme, par exemple. En tout cas, avant, on ne pouvait pas du tout le faire si on était un peu hérétique par rapport aux normes de cette secte. Et c'est peut-être en train de changer, mais ça a longtemps été comme ça. Et ça a complètement façonné le paysage. Quelle opinion, je comptais l'aborder tout à l'heure, mais on va l'aborder tout de suite, quelle opinion vous avez des journalistes en règle générale? Dans votre livre, je sais que vous l'avez dit dans pas mal d'entretiens, mais c'est vrai que vous consacrez un sort à Léa Salamé qui semble vous préoccuper un peu. Qu'est-ce qu'elle symbolise selon vous? Malheureusement, cette mission journalistique a été complètement dévoyée. En tant que journaliste, vous entrez dans un système, vous dites je vais informer, peut-être au départ vous pensez ça, je vais porter la vérité, et puis très vite vous vous dites non, en fait il faut que je rééduque le citoyen qui est trop bête pour comprendre et qui va mal voter.
Et tout vous conditionne à ça. Vous êtes dans un groupe social qui se pense supérieur parce qu'il est de gauche, parce qu'il est bien pensant, il est bienveillant. Et c'est comme ça. Quand vous êtes dans le journalisme, personne ne peut imaginer que vous ne faites pas partie que vous n'avez pas cet état d'esprit, que vous n'êtes pas du bon côté de la barrière. Et une fois que vous êtes en poste, eh bien, vous vous rendez très vite compte de la réalité de votre mission. Vous avez quantité d'impératifs qui consistent à ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information, c'est-à-dire regardez cette information, c'est celle-là que vous devez regarder parce que nos confrères en ont parlé, parce que tout le monde en parle, parce que nous on veut pas que vous parliez de celle-là elle est incorrecte, c'est de la récupération, elle est pas digne d'être comprise. Et heureusement on a nos experts qui vont vous expliquer quelle doit être votre opinion, comment vous devez construire votre identité, ce que vous devez penser. Et tout va bien se passer. Et malheureusement, ces journalistes aujourd'hui, en quelque sorte, sécurisent la scène de crime, empêchent le citoyen d'accéder à la vérité. Ce sont eux, le média, ça veut dire intermédiaire, ils font carrément obstacle entre le citoyen et entre la réalité de ce courant sectaire. Beaucoup de journalistes le font de bonne foi, n'imaginent pas que en quelque sorte, ils ont vendu leur âme à cette machinerie. Simplement, s'ils devaient réfléchir honnêtement sur leur liberté réelle, ils se rendraient très vite compte qu'elle est complètement anéantie par leur métier. Leur métier exige qu'ils se plient à un narratif qui leur est imposé. Et ils ne peuvent pas dévier par rapport à ça. Donc peut-être qu'ils se confortent en se disant qu'ils font partie, ils ont ce statut, ils sont journalistes, leur âme est pure, ils font ça pour le bien de tous. Mais si la profession ne se remet pas sérieusement en cause, malheureusement, elle se rendra compte un peu tard qu'elle a participé à ce déclin général de l'intelligence et de la vérité. Alors c'est vrai qu'il y a une participation très politique des journalistes à l'actualité. Je repense à un entretien que j'ai eu avec Jacques Cardoz, qui était à votre place il y a quelques semaines, qui nous confiait qu'il y a 20 ans, au journal TV de France 2, un présentateur ne voulait pas évoquer certains sujets pour ne pas faire le jeu du Front National. Donc on voit bien qu'il y a une participation dans la vie active politique. Ça, est-ce que vous pensez que c'est toujours d'actualité ? Alors ça l'a été complètement, c'était vraiment le mot d'ordre il y a quelques années. Vous écriviez un livre sur l'insécurité, c'était le jeu, dans c'est qui. On peut pas en parler, le lien avec l'immigration encore moins. On sentait vraiment qu'on était dans le blasphème. Tout nous le faisait comprendre et on disparaissait du paysage. Et moi je l'ai fait, j'étais inconnu, mais des chercheurs, des sociologues réputés l'ont fait et ont eu Hugues Lagrange par exemple, ont eu des ennuis à rallonge. On leur a bien fait comprendre que c'était pas possible. On pouvait pas aller sur ce terrain-là. Donc il y avait réellement une volonté d'interdire, d'abolir la vérité. Et petit à petit, devant la pression du réel, des faits, l'écart était trop grand. Continuer à prétendre, à dire que à une heure de grande écoute, mais non, il n'y a pas du tout, c'est un sentiment d'insécurité. Et c'était vraiment l'opinion ne pouvait plus du tout entendre ça, donc il a bien fallu laisser quelques soupapes. Dire bon oui peut-être effectivement ça existe, bon évidemment c'est la faute de la police, de la société, du chômage, etc. On a été obligé de lâcher un petit peu de lest parce que sinon c'était vraiment l'éléphant au milieu du couloir, c'était beaucoup trop voyant. Et je pense pas du tout que ce soit ça, que ce soit par exemple CNews qui fasse que l'opinion est ce qu'elle est. L'opinion était déjà exactement celle-là il y a 20 ou 30 ans. Les gens avaient déjà cet avis extrêmement tranché sur le laxisme judiciaire et sur l'immigration. Simplement, là, ils ont l'impression d'être un petit peu moins seuls. Ça ressemble à un début de pluralité. C'est un bon début, mais on est encore très loin de la véritable représentation populaire. Si les journalistes étaient en adéquation avec l'opinion profonde réelle, pas celle qui est énoncée, parce qu'il y a cette peur de la mort sociale, et le paysage serait CNews à 80%. Et on en est extrêmement loin. On est dans l'effet inverse. Aujourd'hui, le téléspectateur type, il regarde le JT de TF1, d'M6, il regarde France 2, France TV, l'audiovisuel, il écoute ses radios habituelles. Il est très loin de cette représentation réaliste des tendances de l'opinion. Vous avez Le Monde qui avait fait un article sur justement l'influence de CNews sur l'actualité politique. C'était pendant l'entre-deux tours, je crois, des législatives. Alors pour le coup, il semblait prendre le contre-pied de ce que vous dites, c'est-à-dire il considérait que
les électeurs étaient en réalité bel et bien informés et influencés par CNews. Ça, c'est quelque chose que vous ne croyez pas. Eux, ils sont persuadés que voilà le seul gourou médiatique possible, c'est celui qui va prêcher, qui va échapper quelques vérités sur l'immigration, sur l'insécurité. Là, on va parler de manipulation. Pour les électeurs, les téléspectateurs n'ont plus aucun libre arbitre, sont des machines à suivre. Alors qu'avec France TV, il n'y a pas de problème. Ils ont un jugement, recul critique, etc. Enfin, c'est assez hypocrite de faire ça. Et si ce que disait CNews était totalement infondé, s'il n'y avait pas d'insécurité dans ce pays, s'il n'y avait pas 120 coups de couteau par jour, si on n'avait pas tout ça, leur audience serait nulle. Il n'existerait même pas. Il n'y aurait même pas une demande. Là, c'est parce que soudain, sa réponse est en phase avec une réalité observée, que évidemment les gens vont se ruer sur cette porte entrouverte, et que les autres médias sont un peu tenus de s'y adapter, parce que la comparaison fait très mal. On voit bien que dans le monde merveilleux de France TV ou France 5, des réalités dérangeantes n'ont pas leur place, n'entrent pas, et ça commence vraiment, y compris chez un public plutôt de gauche, plutôt convenable moralement, on commence à dire non, mais là il faudrait quand même à un moment se rendre compte qu'il y a certaines réalités, et le réel, les faits ont toujours été ennemis des idéologies, c'est ce qui les fait s'effondrer. Donc il faut trouver une manière de gérer ces faits, comme on l'a fait avec le Bataclan par exemple, en allumant des petites bougies, en disant pas d'amalgame, les musulmans sont les premières victimes. On va trouver des moyens de gérer ce réel, mais il faut le prendre en compte. On peut plus être dans la négation forcenée. Oui, mais en quelque sorte, on le nie, enfin on essaye de l'atténuer, ce que vous essayez de dire. C'est une autre manière de le nier. C'est-à-dire, oui, effectivement, ça existe, 120 coups de couteau par jour, c'est terrible, mais le racisme systémique, c'est ça. Les pauvres malheureux, ils ont envoyé une offre d'emploi, on leur a dit non, donc du coup, ils vont violer mémé, ça s'explique. On va trouver des sociologues, enfin ça, on fait ça depuis très longtemps. Et il y a tout un fonctionnement médiatique et même judiciaire autour de ces excuses, autour de cette déresponsabilisation des criminels. Edoui Plenel qui disait que les frères Kouachi avaient une enfance difficile. C'est vraiment un réflexe, une seconde nature. Par contre, le mal pensant, c'est le coupable absolu. Pour un électeur du Rassemblement national, il n'y a pas d'enfance difficile, il n'y a pas de circonstances atténuantes. C'est un salaud total. Et c'est intéressant de voir la comparaison quand même. On parle de violeurs et d'assassins. Oui, mais ça s'explique, ça justifie. Et quelqu'un qui commence à douter et à dévier des standards du politiquement correct, on le cloue au pilori. Donc c'est intéressant de voir quelles sont les priorités, les ennemis prioritaires de cette machine. Et cet ordre moral, est-ce qu'il a des adversaires? C'est-à-dire, politiquement, on pourrait penser au Rassemblement national, anciennement Front national, qui a été quand même très attaqué pendant les législatives. On l'a vu qu'il y a eu un traitement, entre guillemets, plutôt à charge qu'à décharge. CNews, d'un aspect médiatique. Est-ce qu'on peut être contre le système, mais être en même temps dans le système? Je ne sais pas si je suis très clair. Alors, c'est difficile parce que, justement, le principe de sexe, c'est que c'est pas à peu près, c'est tout ou rien. Si vous êtes avec nous, vous êtes complètement avec nous. C'est une logique de parti, et la pensée autonome, la réflexion n'est pas du tout la bienvenue. Ça peut être d'ailleurs pareil pour des partis hérétiques. Je dis pas que quand on est dans un parti, on dépose le cerveau et on suit et on récite la ligne et c'est tout. Mais tout ce qui peut contrevenir au narratif du vivre ensemble, par exemple, est déjà une hérésie, est déjà un danger, donc qui doit être traité comme tel. Donc c'est le complotisme, l'instrumentalisation, les réseaux russes. Enfin, on va tout imaginer pour que cette réflexion ne puisse pas être autonome. Celui qui pense ça, il est victime de quelque chose. Il a été manipulé par Zemmour, CNews, je sais pas qui, je sais pas comment. Mais en tout cas, il s'est éloigné de la voie de la raison. Mais heureusement, les experts de France TV vont corriger le tir. À quel point cet ordre moral est lié, on va dire, à son allégeance culturelle aux États-Unis? Parce que comment vous expliquez cette sorte d'asservissement culturel qu'on a chez nous vis-à-vis de cet empire culturel? Je pense notamment à un exemple tout bête, mais aujourd'hui on se passionne pour les élections américaines, alors que fondamentalement, de près ou de loin, elles ne nous concernent pas tant que ça. Ça a été, oui, c'est une fascination. Pour le coup, les médias ont beau jeu avec les élections américaines parce que
quand les choses se passent loin, il y a aucune précaution dans le mensonge. On peut calomnier sans aucun problème. Trump, on peut dire absolument n'importe quoi sur lui. On sait bien que le téléspectateur n'aura pas les moyens, ne se donnera pas les moyens de vérifier, d'aller à la source. Donc on se fait plaisir. Et toute l'information internationale en général repose sur ce principe. C'est open bar. Donc il y a ce qui permet aux médias d'imprimer leur message de manière beaucoup plus claire et radicale que d'habitude. En France, ils sont obligés d'être plus prudents quand ils parlent des conséquences des OQTF, etc. Ils savent que là, la vérité est sous nos yeux, c'est beaucoup plus difficile. Alors que les États-Unis, allons-y gaiement. Et on voit bien le fond du message. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a les deux candidats. Trump, c'est l'axe du mal, l'hérésie, le méchant patriarcat républicain, blanc, milliardaire, etc. Enfin, rien ne va chez lui. Et de l'autre côté, Kamala Harris, la diversité, les droits LGBT, etc. Comme l'a résumé Vanhoenacker, c'est vraiment, on comprend même pas que les citoyens américains puissent hésiter, vu d'ici. Il y a le bien, il y a le mal. Mais on a encore une fois ce décalage avec les États-Unis parce qu'on se mange tous les concepts. On se dit à un moment, la secte, la pensée sectaire va s'essouffler parce qu'elle nous a déjà fait le coup, le vivre ensemble, etc. Le mariage pour tous, etc. Mais il y a toujours quelque chose qui va arriver derrière parce que dans les universités américaines, on va fabriquer l'idéologie transgenre et on va trouver à chaque fois de nouveaux moyens de réanimer, de raviver. Là maintenant, on est sur le dérèglement climatique, par exemple, de raviver le militantisme de base. C'est lui qui avance les pions, en particulier dans les milieux universitaires, donc dans les milieux journalistiques, et qui va redonner de l'allant à l'idéologie en perte de vitesse. Donc c'est un combat de fond qui dure depuis très longtemps, qui se nourrit. Nous-mêmes, nos intellectuels, on nourrit les universités américaines, la French Theory, etc. Il y a eu beaucoup d'influences de penseurs français pour façonner ça. Et maintenant, on se prend la génération d'en dessous qui est encore beaucoup plus radicale et qui va beaucoup plus loin. Et ainsi de suite, en espérant que ce mouvement sectaire finisse par se dévorer, se faire du mal à lui-même, parce que c'est le défaut de l'activisme, c'est d'aller plus loin que les petits copains, mais ce faisant, on s'éloigne encore un peu plus de Robert devant le journal télévisé. Et la rupture devient vraiment immense au bout d'un moment. Donc c'est là que la secte on peut la voir au grand jour. On a un échantillon chimiquement pur dans la rue, à la télévision, et ça peut être un coup d'arrêt. Donc je pense que la rupture, elle est complètement consommée entre la majorité, l'opinion, le sens commun, si on veut, et ce délire activiste, mais l'appareil, tous les gens qui ont beaucoup d'intérêt, qui ont beaucoup de choses à perdre, qui ont une place importante, eux, ils sont tenus, ils se soumettent à ces activistes parce que ces activistes font peur, ils sont menaçants, il y a la menace de mort sociale, d'excommunication. On voit tous les jours des gens qu'on pensait inamovibles chuter, être damnés par la secte en quelque sorte. Et donc, même si on aurait envie, même si stratégiquement il faudrait au moins adoucir nos positions, on ne le peut pas parce qu'il y a cette menace permanente. C'est pour ça que le divorce finit par être vraiment irrémédiable. C'est assez amusant, je repensais quand vous en parliez, c'est Marine Tondelier qui disait récemment qu'elle voulait faire de Europe Écologie Les Verts le premier parti de la ruralité de France. Je lui souhaite bien du courage, vu le côté progressiste de son programme. À mon avis, elle aura du mal. Je rebondis tout de même par rapport à ce que vous disiez sur Trump. Parce que Trump et Kamala Harris, pardonnez-moi, c'est vrai que oui, l'ordre moral a choisi son camp, celui de Kamala Harris. En revanche, je n'arrive toujours pas, moi, à comprendre pourquoi Donald Trump, ou on peut élargir à Elon Musk, ont un tel pouvoir de fascination sur certains Français qui vont se dire anti-système, alors qu'au fond, je suis désolé, mais Donald Trump fait partie d'un système également. Malheureusement, alors ça c'est un réflexe de fascination, nous sommes des créatures domestiques, comme je l'explique assez souvent, mais au sens biologique du terme, et dans l'image, la société nous a domestiqués, et dans l'image de l'animal domestique, dans son schéma mental, il y a la figure du maître. Et il y a un besoin comme ça de chercher ce pouvoir par procuration,
dans l'allégeance à une figure qu'on veut parfaite, absolue, enfin mystique. On le voit tout le temps, on l'a vu dans l'histoire, on a eu les De Gaulle, les Churchill, etc. Enfin, c'est d'abord notre psyché domestique qui permet l'émergence de telles icônes. Et c'est toujours ce que va chercher le citoyen. Aujourd'hui, il est un peu perdu. Il est face à un monde, tout va trop vite, tout le dépasse. Il a aucune prise là-dessus. Et il voit quelqu'un qui a l'air d'être un peu contre le courant. En tout cas, qui se prend les gadins de toute la presse, que tout le monde injurie en permanence. Et il tient tête, il fait front, et il envoie paître tous ses détracteurs. Donc on se dit, enfin une figure de force. Il fait ce que moi je n'ose pas faire, même pas la machine à café avec mes collègues. Je n'ose même pas dire un début de ce que je pense, parce que j'ai peur de la condamnation sociale. Et à partir du moment où des gars qui ont l'air sûrs d'eux existent, eh bien il y a cette tentation de s'identifier et se trouver d'autres gourous. Mais malheureusement, j'essaie de dissuader mes lecteurs de ça, de leur dire mais il faut penser à vous, à votre estime de vous-même d'abord, et à pas vous jeter dans l'adoration de n'importe qui d'autre sous prétexte que qu'il est vu comme un déviant. C'est pas parce qu'on est déviant qu'on a raison. Ça, il y a des types complètement fous qui sont vus comme des déviants et qui disent absolument n'importe quoi et qui sont dangereux. Il faut d'abord se fier à soi et il faut, je pense, penser à son accomplissement personnel avant de se soumettre à quelqu'un d'autre. Alors, je voudrais qu'on aborde avec vous les réseaux sociaux. Pour introduire le propos, je voudrais qu'on parle, j'ouvre une sorte de parenthèse introductive, des Gilets jaunes. Parce que vous en parlez dans le livre, et vous expliquez à quel point ils ont eu un traitement de défaveur par rapport à d'autres manifestations du même acabit, parfois même plus violentes. Pourquoi ce mouvement est historiquement à part selon vous ? Moi, la grosse différence, c'est que la France, l'État, c'est une machine à distribuer des privilèges. C'est devenu complètement ça. C'est-à-dire qu'on a dans le pays des groupes d'intérêt, des factions, des communautés, des lobbies, des individus, des agences, des commissions. Chacun va essayer de récupérer le plus possible du butin fiscal. L'État est énorme et prend 1 euro sur 2 qui est produit dans ce pays et chaque administration a ce pouvoir. On voit aujourd'hui tous les ministres qui se battent pour grappiller leur petite part. Et donc c'est un combat de tous contre tous. Il n'y a plus du tout la notion de société, l'intérêt général. Chacun doit essayer de voler un peu plus pour bénéficier un peu plus de ça. À partir de là, vous pouvez pas avoir une société homogène et placide. Vous aurez des affrontements permanents, ce qu'on appelle les mouvements sociaux. On voit tous les ans, tout le temps, des blocages, des manifs, des manifs très violentes parfois, de corps constitués, de corporations qui exigent plus de moyens, d'État, d'argent, enfin, en tout cas, un peu plus d'argent des autres pour eux. Ça nous paraît normal. Il y a des dégradations fantastiques commises, il y a des blocages qui ont des conséquences économiques très lourdes, mais ça fait partie du paysage. Les Français, c'est comme ça. Et là, on a eu un mouvement qui, d'un coup, a dit stop. Justement, c'était l'inverse qui était demandé. C'était moins de taxes. L'État nous est en train de nous tuer. On essaie d'employer des gens, on essaie de travailler, et on ne peut pas parce qu'on nous prend tout. C'est beaucoup trop, et il faut que ça s'arrête. Et ce mouvement a commencé comme ça, en tout cas, c'était un mouvement qui était anti-étatiste, anti-fiscal, et donc là, c'était évidemment pas du tout admissible. L'État peut tolérer toutes les déprédations à partir du moment où elles ont lieu pour demander plus d'État. Là, c'était donc l'État a tout de suite, on a vu le traitement qui a été réservé à ce mouvement. Le mouvement a été aussi très vite noyauté de l'intérieur par les revendications gauchistes habituelles. Ça s'est retourné. Alors, les leaders ont tout de suite demandé, en fait, on veut plus de choses, plus de moyens, plus d'État, et là, c'est redevenu un mouvement acceptable. Mais, pendant un bref instant, il y a eu une sorte de prise de conscience que l'État n'était pas notre ami et faisait partie du problème, bien plus qu'il n'était solution. L'absence de leaders constitués et de structures intellectuelles dans ce mouvement a permis de l'étouffer, mais il y a eu un début de quelque chose de dangereux. Les réseaux sociaux, parce que les Gilets jaunes, ça a beaucoup démarré par les réseaux sociaux. Est-ce que ça peut être le lieu des révolutions ou, au contraire, selon vous, c'est pas un leurre qui enferme les gens dans l'illusion de l'action ?
Il y a les deux. C'est vrai que on se dit que c'est à la fois un moyen de contre-information considérable. Moi, sans les réseaux sociaux, clairement, je n'existe pas. J'ai disparu du paysage audiovisuel en 2013 et c'est terminé. J'ai pas en train de bêcher mes radis et mes carottes et c'est tout. Je pourrais pas avoir cette force de communication, de contre-communication aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Après, voilà, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est contre-productif? Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup ce phénomène un peu d'exutoire où Monsieur Moyen croit participer à une révolution, mais il parle, il se passe absolument rien. Je pense plutôt que ça va dans le bon sens parce que la révolte dans les esprits était vraiment très très peu structurée et très aléatoire il y a quelques années. Elle l'est de plus en plus. On voit de plus en plus des problèmes qu'on ne voyait pas du tout avant. Justement, le rapport du français à l'État avant était pour moi catastrophique et il l'est beaucoup moins. Il y a une méfiance qui est saine et qui se développe de plus en plus et qui a même des débordements politiques. Donc ça, c'est intéressant et ça vient des réseaux sociaux. Donc ceux qui parviennent à en tirer le meilleur seront très utiles. Mais malheureusement, il y a absolument tout à prendre là-dedans et il n'y a vraiment pas que le meilleur. Est-ce que ça vous inquiète quand, il n'est plus commissaire, mais quand Thierry Breton, justement, commence à évoquer des possibilités de censure sur Twitter, X, aujourd'hui, est-ce que, alors c'est une question totalement, je l'élargis au maximum, mais est-ce qu'il faut quitter l'Union européenne pour retrouver un peu plus de liberté à vos yeux? Évidemment, c'est leur plus grande menace, c'est la circulation de mots d'ordre qui ne seraient pas contrôlés, donc qui vont essayer de mettre la main dessus, le grappin dessus. C'est un peu tard pour les réseaux sociaux, ils ont eu du mal à voir arriver le phénomène, l'ampleur qu'il a pris, ils pensaient plutôt s'en servir, le maîtriser, mais il y a des Elon Musk et donc ça leur échappe un peu. C'est un gros problème pour eux. Évidemment, l'Union européenne, pour moi, fait complètement partie du problème. On peut la voir comme quelque chose que c'est comme l'État. On va vous dire, bah oui, mais il suffirait de mettre des bonnes personnes à sa tête pour que tout aille mieux. Il suffirait, sauf que on n'a pas réussi et ça semble pas pour tout de suite. Et rien ne dit qu'une fois qu'on aura mis, je sais pas quel type qui sera plutôt raisonnable à sa tête, il ne deviendra pas déraisonnable ou ceux qui lui succéderaient ne seront pas encore plus déraisonnables. C'est impossible de le savoir. Je constate que c'est un organisme qui est vraiment authentiquement nuisible au quotidien. C'est lui qui nous empêche de réguler notre immigration, qui confisque totalement la souveraineté nationale. Donc à partir de là, c'est lui qui nous met en danger. Donc il fait partie des problèmes. Alors l'État, on va parler de l'État parce que c'est quand même une grosse partie de ce livre. Alors vous êtes très critique, je pense qu'on l'aura deviné quand vous en parlez. Et vous l'associez même à de l'esclavagisme. Donc le mot est fort. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, je paye le salaire de Léa Salamé. C'est un principe. Je veux pas le payer, mais je le paye quand même. Tout à l'heure, j'ai payé mon stationnement. Bim, taxe, j'aurais pas dû, mais bon, taxe de TVA. Et je paye des choses que je ne veux pas payer. Et je me souviens, le contrat social, on nous avait dit, mais l'impôt, il est consenti, librement consenti. Ah non, moi c'est pas vrai. Je ne consens pas à payer l'impôt et je suis pas libre de dire non. Je ne contracte pas. Bon, je peux essayer de faire ça, mais ça va vraiment m'attirer des gros problèmes. Donc on est obligé de jouer ce jeu. On est obligé de 1 euro produit sur 2 parte à ce machin qui est capable de dépenser, par exemple, 100 millions d'euros pour une cérémonie d'ouverture. Comment c'est possible? Moi, ce chiffre vient d'un rapport officiel qui est sorti récemment. Comment peut-on, moi je veux voir les lignes de calcul, comment peut-on additionner des sommes pour arriver à un tel résultat? C'est absolument délirant. C'est comme ça tout le temps. L'État, il dépense, c'est pas son argent, c'est celui des autres, donc il s'en fout complètement. Quand on vous donne autant d'argent, vous êtes beaucoup moins regardant, vous êtes pas battu pour le gagner, c'est pas celui qui fait vivre votre famille. Et quand on en bénéficie, quand on a toutes les largesses qui vont avec, quand on est à l'abri de toute sanction. Je sais pas, Bruno Le Maire, qui est auteur de romans érotiques, qui a dépensé 1 milliard d'euros, 1000 milliards, pardon, que dis-je, 1000 milliards d'euros durant son mandat,
n'est tenu à aucun compte par rapport à ça. Il est tranquille. Il a, enfin, il dit même qu'il a sauvé l'économie française. Oui, ben voilà. C'est encore une fois la bonne conscience, ça aide à bien dormir. Mais il a endetté les générations futures, il a endetté nos enfants. On va en payer le prix pendant des décennies. On s'en relèvera peut-être jamais. Et ces gens font n'importe quoi. Moi, je serais vraiment le principe de Lao Tse, qui était le principe de non-agir. Pour lui, le gouvernant sage est celui qui en fait le moins, parce qu'au moins il fait peu de bêtises. Malheureusement, les nôtres en font énormément tout le temps, le plus possible. Et on voit bien que chaque ministère, que chaque sous-secrétariat, que chaque conseil, que chaque comité machin va défendre ses intérêts à lui. Un ministre, il va dire, mais moi je veux plus de crédit. Évidemment, la culture c'est important, il faut plus de crédit. Et ils vont tous faire ça. À aucun moment ils vont se soucier de la santé des entreprises, de l'emploi, de l'économie réelle. Donc c'est un parasite géant qui est en train de nous mettre à genoux. C'est l'État, par sa faillite, en plus sur le plan sécuritaire, sur l'aspect migratoire, et a réellement détruit ce pays. Et il continue à le faire. Donc si on pense qu'il est la solution, peut-être qu'il faut évaluer aussi à quel point il est responsable de notre situation. Et le cirque politique aussi en fait partie. Ce côté des promesses pour les uns avec l'argent des autres, c'est aussi, à mon avis, assez criminel. Puis on voit bien, en effet, il y a peu de gens qui assument une quelconque responsabilité dans un échec. Ça, c'est pas politique, c'est pas culturel. Et même, ils en sont préservés parce que quand on fait partie de la machine, on trouve des leviers pour se prémunir de ces désagréments. C'est une machine à créer des privilèges, comme je le disais. Voilà, des types qui ont des mandats qui sont désastreux. Gérald Darmanin, par exemple, qui a battu chaque année de son mandat le record historique des violences aux personnes. Il a aujourd'hui, je sais pas, sa voiture avec chauffeur, ses gardes du corps, etc. Des avantages incroyables. Il est encore là. Il a une bonne cote d'opinion. Donc à un moment, je pense qu'il faut arrêter ça. Ce serait bien que ces gens se trouvent un vrai travail et arrêtent de détruire le fruit des nôtres. Alors on a en France, on a un État-providence. Alors clairement, il n'y a pas vraiment vos faveurs quand on vous lit. Vous parlez beaucoup de parasites. Moi quand même, en vous lisant, je me suis dit ouais, mais il y a quand même des gens qui ont besoin d'aide et qui ne partent pas forcément avec les mêmes avantages dans la vie. Ça peut être un handicap physique par exemple. Et j'ai un peu le sentiment que vous n'admettez pas vraiment de faiblesse dans la société. Mais alors même du temps de Cro-Magnon, il y avait des gens faibles et on les jetait pas pour autant par le haut des falaises comme on a pu le prétendre. On s'est aperçu que les vieillards étaient gardés au sein du groupe jusqu'à leur fin. On s'en débarrassait pas. Ça a toujours existé, ce besoin de solidarité. Et justement, quand vous étiez responsable réellement de vos actes à vous, de votre santé, vous faisiez un peu plus attention. Vous n'alliez peut-être pas dans les soirées chemsex et j'en passe. Vous aviez ce devoir, en quelque sorte, cette morale, l'exemplarité par rapport aux vôtres. Vos actes avaient des conséquences tangibles. C'était pas la société qui était bienveillante et qui vous disait oh non mais vous êtes victime. Ah oui vous pesez 250 kilos mais c'est pas la faute des palettes de chips que vous avez mangées. C'est parce que c'est hormonal. C'est je sais pas vous êtes addict. On va vous soigner. Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes toujours. C'est la société le problème. C'est elle qui va payer, qui va tout prendre en charge. Et ça je trouve que c'est aberrant. Évidemment qu'il y aura toujours des gens malades, il y aura toujours des coups du sort, des injustices, des types qui auront des accidents, etc. Et il y aura une solidarité, elle a toujours existé. On laisse pas mourir les gens, au contraire. C'est justement parce que cet État a prétendu se substituer totalement à nos responsabilités, à la solidarité, avec cette forme de charité forcée par l'impôt, que les gens ne se méprisent celui qui va réellement souffrir en bas de chez lui, parce que les services sociaux font pas leur boulot, etc. Moi, je pense qu'il faut rendre aux gens leurs responsabilités intégralement et qu'il faut arrêter avec tous ces organismes qui coûtent de plus en plus cher et fonctionnent de plus en plus mal. C'est aussi qu'il faut bien avoir en tête. Un service public, il va d'abord penser à grossir, à emmagasiner des crédits, mais pas à être efficace. Les choses efficaces, la plupart du temps, sont des choses privées. C'est une réalité. Il y a peut-être de très bons administrateurs, mais ce sont pas des modèles du genre. Le système fait que ça coûtera toujours beaucoup plus d'argent et ce sera moins efficace. La santé publique, par exemple, pour vous, c'est pas une bonne idée que ce soit l'État qui le prenne en charge? Non, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas de raison que ceux qui fassent absolument n'importe quoi n'en assument pas davantage les conséquences que
ceux qui se comportent de manière responsable et honorable. Ça me paraît assez injuste. Je pense que s'il y a des impôts, ils doivent être les mêmes pour tout le monde, un truc flat tax comme en Russie, je sais pas, où chacun paye le même pourcentage, que la loi ne doit donner avantage à quiconque à aucun moment. Il n'y a pas de niche fiscale, il n'y a pas de petits arrangements avec les patrons amis, etc. Il y a rien de tout ça. Et là, on est dans la même compétition, on est tous égaux, et il y aura des organismes de charité, de solidarité, il y en aura énormément. Encore une fois, si on laisse les citoyens être responsables d'eux-mêmes et de leur deniers. Alors l'État, c'est aussi le monopole de la violence légitime, c'est aussi le monopole de la justice. La justice, vous l'attaquez plusieurs fois, vous parlez de la justice de Laurent Fabius, donc le président du Conseil constitutionnel. Alors pareil, en quelle justice vous croyez? Si jamais ce n'est pas l'État qui l'organise. La justice, alors, elle est, comme disait Alain, le philosophe, elle n'existe pas, elle n'existe que dans les hommes justes. C'est eux qui vont la répandre, parce que ils sont soucieux d'eux-mêmes et de leur réputation, donc ils font pas n'importe quoi. Et souvent, on oppose la liberté à la justice en disant si les hommes sont libres, alors ils feront n'importe quoi, ça va être catastrophique. Mais non, au contraire, des hommes libres, ils assumeront les responsabilités de cette liberté, de leur choix. Ils ne se trouveront pas d'excuses, donc ils auront un comportement qui leur fera honneur. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc encore une fois, rendons aux individus leur pleine et entière responsabilité sur leurs actes. Et à mon avis, la société s'en portera mieux. Je crois qu'il faut arrêter surtout de fabriquer des irresponsables, parce que c'est l'exemple de l'enfant. Quand vous lui donnez absolument tout ce qu'il veut sur son catalogue de jouets, vous tuez en lui toute forme de désir et toute forme de volonté d'accomplissement. Vous tuez en lui le désir d'arriver à quelque chose. C'est pareil avec n'importe qui. Quand vous donnez des aides sans condition à des gens qui ne le méritent absolument pas, ils deviennent pas du tout reconnaissants. Ils deviennent bien plus exigeants et revendicatifs et méprisants. Et donc on prend tout à l'envers. Malheureusement, on a fait tellement de chemin dans cette direction, investi tellement d'argent, l'État est tellement archi omniprésent que c'est difficile de revenir en arrière. Mais si vous parlez de charité, excusez-moi, mais quelqu'un qui bénéficie de la charité, c'est quelqu'un qui bénéficie d'aide, l'équivalent d'aide publique sans contrepartie. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Mais... non, mais bien sûr. Enfin, ça devrait pas être ça devrait être l'objectif de personne. Personne ne peut être heureux par ce biais d'existence. Personne ne peut s'accomplir. Ça, malheureusement, c'est aux individus de le comprendre. On peut rien contre ça. Et si quelqu'un estime que donner va réellement aider, comme disait Nietzsche, la pitié, c'est sûrement une forme de vertu déguisée. Quand on donne, quand on aide quelqu'un, on le fait pour soi, pour se faire reluire sa propre image. Il faut avoir le courage de se demander si le don rend réellement service. Et je pense il faut avoir le courage de ne pas aider les gens pour qu'ils cèdent par moment. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme dirait l'autre. Ça, c'est une devise intéressante. Mais c'est un schéma, c'est une réflexion qu'il faut mener. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ce qui est social et socialisme et aide. Et il est bien plus facile de se persuader qu'on agit pour les autres, alors qu'en réalité c'est très égoïste et que les conséquences sont très péjoratives, même pour ceux qui en bénéficient. Vous parlez de transmission, vous parlez de nos ancêtres les Gaulois, vous parlez d'héritage, de transmission de gènes, mais sans un État fort, il n'y a pas de France, il n'y a pas d'identité française à défendre, donc finalement il n'y a pas de transmission, vous voyez ce que je veux dire? Comment on bâtit ce qu'on a à transmettre? C'est la loi du clan. On a ce que nous sommes, c'est transmis depuis Mathusalem, enfin depuis les temps immémoriaux. Ça s'est fait. L'État n'était pas encore là pour parasiter tout ça. Bien sûr, à des moments, ceux qui n'avaient pas d'État étaient perdants dans des compétitions, des compétitions politiques extrêmement dures. C'était des duels de super organismes. Encore une fois, bien plus qu'un groupe tribal, un clan. C'était des jeux d'alliance et ça a fait partie de notre évolution. Maintenant, cet État clairement nous met en danger parce que il nous
Il nous impose une immigration de quantité dont on n'a jamais voulu. Il nous met en danger parce que il revendique le monopole de la violence légitime, mais il en fait usage bien plus contre les gilets jaunes, par exemple, contre celui qui va oublier de payer son amende, contre celui qui va le rebelle fiscal, que contre ceux qui réellement commettent des déprédations. Donc à partir de là, il devient notre ennemi. Et ça, il faut s'en rendre compte, il faut l'avoir en tête. On lui a beaucoup trop délégué. On lui a délégué justement nos obligations de charité, nos obligations de sécurité, nos obligations absolument tout. On a lutté contre nous. On s'est dit, les responsabilités sont un fardeau, donnons-lui. Et nous, ça ira. On pourra se contenter de gueuler sur lui en disant que c'est sa faute. Mais non, c'est notre faute. On a été tenant de ça. Il faut que de nouveau le peuple trouve le moyen de se faire respecter. Et il le peut, mais il faut qu'il soit lucide et il faut qu'il soit un petit peu organisé et déterminé. Parce que vous avez dit l'État est devenu, ça veut donc dire qu'avant il n'était pas. Je pense notamment, si on prend l'après-guerre, on va parler de l'exemple qui parle à tout le monde, c'est la France du général de Gaulle. Est-ce que ça, pour vous, c'est pas une forme d'État acceptable ? C'est-à-dire il s'est battu contre des influences extérieures. C'était un jeu d'alliances troubles qui avait énormément de volonté politique sous-jacente. Enfin, on va pas refaire tout ça, mais lui, effectivement, il avait un caractère fort. C'était un homme responsable et comme tous les grands leaders, il était très difficile. C'était un emmerdeur. Et c'est ce qui lui a permis de sauvegarder une certaine forme d'indépendance, de souveraineté nationale à cette période-là, mais qui très vite lui a échappé parce que lui, encore une fois, c'était une icône au-dessus d'un appareil, et l'appareil très vite a dévoré l'icône. Et maintenant, c'est comme ça. On va mettre des gens qui présentent bien, qui ont des beaux costumes pour parler au nom de cette machine, mais la machine les dévore complètement. Macron, il peut rien sans Fabius, sans le Conseil d'État, sans tout l'appareil. Et justement, il y a même une méfiance de ces hommes providentiels qui pourraient avoir un pouvoir réel contre cette machine. C'est pour ça que les pouvoirs réels des individus ont été défaits par la machine. Cet État ne permet plus justement à des têtes d'émerger. C'est ça qui est assez fort. Donc en tout cas, si l'appareil avait pu nous être utile à un moment, là clairement, il ne joue que contre nous. Et votre modèle de l'homme, alors libre, je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut employer, mais l'homme que vous essayez de développer tout au long du livre, est-ce qu'il ne ressemble pas un petit peu à l'image, je me suis demandé, de l'homme américain dans son ranch avec son fusil? Il y a un petit côté un peu caricatural, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que en quoi votre homme libre est français? Je suis français, je sais pas, peut-être plutôt gaulois, un côté plus identitaire qu'administratif. Et dans ce refus de subir des choses qu'on lui impose, qui vont contre ses intérêts. C'est pas forcément un type dans les bois, dans sa cabane, hein. Ça peut être un artisan, même un citadin, un salarié, ça peut être un peu n'importe qui. À partir du moment où il a cette idée que son estime de lui-même passe par l'indocilité. Il est pas, alors je dis pas qu'il doit être un emmerdeur pour le plaisir, mais que quand on veut aller contre ses intérêts, on veut lui faire ce qu'il n'a pas envie de faire ou dire ce qu'il n'a pas envie de dire, là il doit dire non. C'est très simple, hein, la liberté c'est vraiment, c'est d'abord une vérité morale, mentale. Je dis pas que le gars doit montrer les muscles et se battre à 1 contre 10 pour prouver sa force, c'est pas ça. Simplement qu'il ose exister, qu'il ose s'affirmer, qu'il ose dire ce qu'on fait là, ça lui porte préjudice et qu'il trouve des moyens de faire entendre sa voix. En arrêtant d'attendre et d'être spectateur de son destin en se disant, je sais pas, un homme providentiel va nous sauver, il va se passer quelque chose, un miracle. Là, il gagnera pas. S'il n'y a pas un collectif d'esprit fort, il n'y aura pas de force d'entraînement possible pour créer un contre-pouvoir véritable. Et vous y croyez vraiment, un contre-pouvoir basé sur la somme d'individus ? Oui, je pense que ça peut arriver, ça a toujours existé. Évidemment, ça peut arriver plus facilement si la situation est réellement désespérée, mais j'espère qu'on n'arrivera pas dans cet effondrement total
pour commencer à corriger le tir, à réarmer les esprits. C'est pour ça que si l'effondrement arrive ou si un événement arrive, il faut que les esprits soient déjà préparés quant à l'après, quant à ce qu'il faut faire. Il ne faut pas qu'ils se tournent vers un Mélenchon ou vers un parasite au carré, un État plus. Ça, c'est pas la bonne solution. Peut-être que l'État est un mal pas nécessaire, mais en tout cas inévitable, et qu'il y aura un petit État sur les vestiges de l'ancien. À ce moment-là, il faut qu'il soit fort sur ses bases régaliennes, et il faut qu'il soit nul, qu'il n'existe pas sur le reste, qu'il laisse la vie prospérer, la vie se faire. Lui, on lui demande pas grand-chose. On lui demande que les portes soient fermées et que le ménage soit fait et que la sécurité soit assurée par les gendarmes. Et s'il n'est pas capable de le faire, eh bien, il la rend à, à des sociétés privées, aux citoyens. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous taxe d'être un petit peu caricatural quand vous semblez prôner un peu le retour de l'homme dans la forêt? Il y a un petit côté, hein, c'est l'abandon des machines, par exemple. Disons que il faut pas perdre de vue ce qu'on a toujours été. Notre cerveau, il a été façonné pour notre environnement ancestral. Et c'est bien plus celui de Cro-Magnon que celui de Jean-Jacques à la machine à café de son petit bureau climatisé. On vit dans un environnement qui nous prive du soleil, de la lumière, du grand air, de l'activité physique normale qu'on avait avant, que tous nos ancêtres ont connu. Notre équilibre hormonal est mis en péril par tout un tas de perturbations qui n'existaient pas avant. Donc ça a des influences extrêmement profondes sur notre équilibre psychique, sur notre bien-être. On se sacrifie souvent dans des conditions de travail qui sont encore une fois très difficiles par docilité. Beaucoup passent leur vie à faire un boulot qu'ils ne supportent pas dans des conditions difficiles. Ils ont une vie épouvantable. Ils sont très déprimés et ils subissent la vie plutôt qu'ils ne la vivent. C'est dommage. A priori, on ne vit qu'une fois. C'est dommage de pas se donner une chance de se connecter un peu au vivant, de pas perdre de vue les plaisirs élémentaires. Et je pense que la nature est un bon équilibre. Plutôt que de prôner l'écologie depuis les toits parisiens, il faut vivre au contact de la nature. Moi, je propose de couper du bois parce que c'est mon activité favorite. Ça peut sûrement être autre chose, mais ça permet de toujours faire le point. Se dire qu'il faut faire le point régulièrement. Il faut avoir le courage de regarder en face ce qu'on est en train de faire, l'exemple qu'on donne à nos enfants de la vie, et est-ce qu'on n'est pas en train de tous se tromper? Après, je dis pas, certains peuvent se retrouver avec des machines, etc., et vivre une belle vie. Et peut-être que, encore une fois, la survie de l'Occident sera due à sa maîtrise technique, c'est possible. Mais en tout cas, c'est pas inutile de garder le contact avec le réel, parce que, encore une fois, on se délègue tellement. Notre vie dépend d'artifices technologiques qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'est pas capable de remplacer. Demain, si on n'a plus les portables, si on n'a plus l'électricité, 90% de la population ne saura pas comment faire pour survivre. C'est pas bête de s'interroger un peu sur ces questions-là et peut-être d'y apporter des réponses. Alors, on approche de la fin de l'entretien. Est-ce que je peux vous définir comme libéral? Oui, alors le problème c'est que d'autres, dans cette définition, verront des choses qui ne me correspondent pas. C'est ce qui est difficile avec les étiquettes. Libéral, certains vont l'entendre Emmanuel Macron. Alors non, c'est pas dans ce sens-là. Non, je vous confirme. Voilà, mais moi aussi, je le vois pas du tout dans ce sens-là, mais malheureusement, beaucoup vont le voir dans ce sens-là. C'est un mot qui est devenu un synonyme de mal, du prédateur économique qui détruit les malheureux individus à son profit exclusif. Et malheureusement qui est pas mal galvaudé. Donc j'essaie d'éviter les étiquettes. En tout cas, anti-étatiste, ça c'est clair. Et évidemment, je suis pour une liberté économique bien plus large, pour la fin du racket organisé. La liberté économique la plus large, ça part aussi un peu du principe, je trouve, que l'homme est naturellement bon et qu'il va s'autoréguler. Mais
est-ce que c'est pas la porte ouverte à toutes les dérives sociales et environnementales possibles? Non, je dis pas qu'il est naturellement bon, mais il va s'autoréguler, ça c'est sûr. Il doit y avoir des équilibres naturels qui ont toujours existé. Il peut pas y avoir d'arbitre parfait, c'est impossible. Il y aura pas de gouvernement parfait, de régime parfait, ça c'est toujours une utopie totale. Et du merchandising politique, ça n'existera pas. Il y aura toujours des gens qui vont perdre, des gens qui seront victimes d'injustice, etc. L'homme, je sais pas s'il est un loup pour l'homme, mais en tout cas il est un chimpanzé pour l'homme. Et c'est comme ça, son accomplissement passe par la domination, par le pouvoir. Donc à partir de là, il y aura des hiérarchies, il y aura des déçus, il y aura des perdants, il y aura des gagnants. On ne peut rien y faire, c'est notre nature profonde. C'est l'obsession de la gauche, justement, c'est d'éradiquer notre nature, mais on ne peut pas. Autant éradiquer l'espèce, c'est peut-être le projet, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, je suis partisan de laisser bien plus de liberté aux êtres humains que ce qu'ils n'ont aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'on soit les esclaves d'un système parasitaire et qu'on travaille pour lui. Alors, l'une des conséquences qu'on va avoir avec ce système-là, c'est notamment, je pense, c'est un exemple tout bête. C'est vous voulez que les gens aillent plus à la campagne, vous souhaitez que les gens se raccrochent à la nature, ce qui est tout à fait louable. Hein. Moi, j'adore la campagne, donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est juste un exemple tout bête. Il n'y a plus de médecins encore à la campagne. Comment vous faites? Vous obligez les médecins de s'installer? Ah, mais si les gens vont à la campagne, les médecins vont y aller. Ça, c'est pareil. C'est un état d'esprit aussi du moment. Déjà, peut-être que plutôt que de permettre à toute la jeunesse bourgeoise de fuir la campagne pour aller moisir dans les universités, les sciences sociales, tous ces trucs qui servent absolument à rien, qui coûtent très cher et qui les formatent et les coupent complètement des réalités, peut-être que si on supprime ça, par exemple, elles auront tendance à rester à la campagne. Ça leur ferait peut-être pas de mal de faire un petit stage chez le paysan du coin, de se retrouver un petit peu aux activités plus terre à terre, pour qu'elles comprennent mieux les réalités du pays. Ça, ce serait déjà une bonne idée. Donc c'est vraiment, là aujourd'hui, le système est fait comme ça, mais les campagnes pourraient tout à fait se repeupler, se revivifier, sans aucun apport extérieur, surtout pas évidemment. Et ça, c'est vraiment l'évolution économique de la situation qui veut ça. Les centres névralgiques du pouvoir, de l'appareil, de la machine sont dans les grandes villes. Les grandes villes sont complètement contaminées, ce sont des vecteurs même du mal, de cette fameuse secte qui nous gouverne. On le voit avec tous les élus des grandes villes, mais ça peut ne durer qu'un temps. Alors ça va être la dernière question de cet entretien. Vous écrivez que la démocratie n'est pas une solution, mais le problème. Alors forcément, on se demande si déjà vous êtes contre la démocratie, si vous êtes pour la dictature, et selon vous, qu'est-ce qu'il faut à la place? La démocratie, alors moi je veux bien, on nous dit qu'elle existe. Les Français sont, je sais pas, 70-80% contre l'immigration de quantité extra-européenne, mais c'est Laurent Fabius qui décide qu'elle a lieu. C'est littéralement ce qui se passe. À partir de là, si c'est ça la démocratie, je suis contre. Si c'est pas ça la démocratie, alors voilà, redéfinition le système, expliquez-moi ce qui se passe. Moi, je ne crois pas, encore une fois, démocratie, c'est un joli mot pour dire c'est le peuple qui décide. Le peuple ne décide absolument de rien. On lui donne par un bulletin de vote l'illusion de participer à un jeu qui est complètement truqué parce que son avis est complètement manipulé par des forces de propagande inédites, sans précédent. Donc, on peut s'amuser à jouer, on peut mettre des pièces dans la machine à sous, mais à la fin, le casino gagne toujours. C'est comme ça. Et on n'aura avec ce jeu que des déceptions. Le pouvoir peut dévorer n'importe quelle équipe politique, ça a toujours existé. Miser sa vie là-dedans, c'est suicidaire. Donc, si on veut réellement reprendre le pouvoir, il faut commencer par soi. On a plus de pouvoir sur nous que Michel Barnier, et il faut trouver les moyens de s'accomplir à son échelon. On a des forces qu'on veut ignorer, qu'on préfère ignorer. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Après, si on arrive à développer les esprits, les consciences, à avoir des individus forts, ce sera beaucoup plus difficile de les asservir et de les balader avec les magouilles politiciennes. Si on veut que la démocratie existe, le vrai pouvoir du peuple, il passera pas par un rapport de force basé sur le nombre, qui est ridicule, parce que ceux qui font le pouvoir sont toujours des minorités agissantes et jamais le nombre. Le nombre, il est là que pour valider la légitimité du système existant.
Eh bien, écoutez, ça sera la conclusion de cet entretien. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Guerre, aux éditions Magnus. Merci Laurent Overton. Merci beaucoup.